Sport, information. Toutes vos passions sont forcément sur Taxi FM. Retrouvez tous les jours Eric Guetto aux commandes du meilleur taxi du matin. Taxi Media Show, c'est votre rendez-vous d'actualité matinale tous les jours de lundi à vendredi de 7h à 8h. Taxi Media Show, information, révélation, décryptage, tout ce qui fait la une est décortiqué par ceux qui font l'actualité. Taxi Media Show, c'est le meilleur taxi du matin. Madame, monsieur, bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver ce matin sur la radio Taxi FM Lomé pour notre balade matinale jusque dans les méandres de l'information. Avec nos partenaires, nous donnons un avant-goût des sujets que vous lirez dans les parutions du jour. Taxi Media Show, c'est pour vous permettre donc de mieux comprendre les sujets traités par les rédactions. Aujourd'hui, c'est mardi 12 juin 2018. Il est 7h presque 8 minutes dans tous nos studios ici à Agbalépé-Dogan. Taxi Media Show, le 7h, Régator. Et dans les prochaines minutes, notre tour d'horizon traditionnel des rédactions. 4 rédactions à écouter donc sur notre antenne ce matin. Le bi-hebdomadaire L'Alternative, l'hebdomadaire Courrier de la République, le bi-mensuel L'équipe sportive et l'hebdomadaire Le Medium. Juste après, nous vous donnerons la parole aussi et nous reviendrons sur le sujet du carburant illicite, comment lutter efficacement contre le trafic du carburant illicite tout en évitant ou préservant les vies humaines et en évitant les drames comme ce qu'on a vécu vendredi dernier à Tokli avec le décès un peu plus tard du jeune Louis Anoumou. Nous reviendrons sur le sujet. Ce sera sur le 93, 96, 99, 99. Taxi Media Show, Irrigator. Et nous commençons avec le quotidien Togo Matin qui est dans les kiosques ce jour. Le confrère revient sur la diplomatie avec Robert Doucet qui est en visite en Israël pour une éventuelle reprogrammation du sommet Israël-Afrique. Enfin, c'est une interrogation du journal. Vous lirez l'article à la page 3. Santé maternelle et néonatale. À 1 an de la fin, le projet Muskoka réalise des progrès substantiels, note notre confrère. Le journal qui parle également de l'acquittement de Bemba, ce discrédit pour acheter donc la paix au Congo. Vous lirez l'article dans le journal. Et puis, coopération Chine-Togo, Exim Bank of China entrevoit de nouveaux financements. Le confrère en parle ce matin et revient également sur un sujet lié donc à l'environnement, un projet à Gouenivé-Neko. À Goué, bientôt doté d'un dispositif de gestion des déchets. Vous lirez l'article dans le quotidien Togo Matin. Et notre première rédaction au téléphone, c'est le journal Le Medium. Et nous avons Credo Tété qui est avec nous. Credo, bonjour. Bonjour Eric. Merci de nous avoir rejoints ce matin, Credo. Et vous parlez justement de cette affaire de carburant illicite, lutte contre le commerce du carburant frelaté, quand des trafiquants pensent faire leur loi. Oui, Eric, nous ne sommes pas sans savoir que le vendredi dernier s'est passé quelque chose d'inacceptable dans les environs de Tokli. Aujourd'hui, nous pleurons la mort sans intention certaine de la comète du jeune Louis Anoumou, décédé le week-end dernier au cours d'une rafle de l'opération Entonnoir. Notre jeune compatriote ne mérite pas cette mort gratuite, car personne ne saurait se réjouir d'une perte en vie humaine. Malheureusement, c'est cette situation qui est arrivée le vendredi dernier à Tokli, où les éléments de la cellule Entonnoir, dans l'exercice légal de leur mission, étaient descendus sur le terrain pour procéder à la saisie de cargaisons de carburant frelaté arrivant par le fleuve Mono à hauteur de Tokli. Eric, il faut dire que même si aujourd'hui nous pleurons ou bien nous dénonçons la mort de ce jeune Louis Anoumou, donc il faut le dire également que le commerce du carburant frelaté est illicite et depuis des années, les autorités font la lutte contre ce commerce. Malheureusement, et il se trouve qu'il y a des trafiquants qui pensent faire leur loi aux autorités du pays, c'est-à-dire s'obstiner vaille que vaille dans le commerce de ce carburant frelaté, ce qui n'est pas une bonne chose. Très bien, écoutez, on lira l'article à la page 3 de votre journal. Vous parlez également de l'économie numérique ce matin. La 4G bientôt opérationnelle au Togo, hein, c'est vrai?
Oui, il faut dire que une conférence s'est tenue hier à Lomé et nous pensons que cette fois-ci c'est la bonne. La 4G débarque à Lomé. Il faut dire également, Eric, que longtemps annoncé sans jamais se concrétiser, l'opérationnalisation de la 4G deviendra une réalité dans quelques jours. En ce sens qu'une cérémonie de signature des licences 4G avec renouvellement des licences 2G et 3G aux opérateurs Togo Cellulaire et Atlantique Télécom Togo, c'est-à-dire Move, a eu lieu hier dans un grand hôtel de la place. Et nous pensons qu'avec l'arrivée de la 4G, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre en matière de connectivité au Togo. Très bien. Écoutez, on lira l'article à la page 4 de votre journal Économie encore. Et vous parlez des perspectives économiques, bien sûr, avec le FMI qui table sur une croissance de 5,2% en 2019 au Togo. Chapitre politique, reconnaître l'échec n'est pas dans l'ADN de l'opposition. C'est ce que vous écrivez ce matin, Credo. Oui, c'est un article qui n'est pas de nous, mais qui est beaucoup plus surtout de République of Togo, commentant une actualité sociopolitique où il dit que l'opposition a du mal à reconnaître ses échecs ou bien son échec sur ses parcours politiques. On lira tous ces sujets dans votre journal, le Médium. Merci beaucoup, Credo Tété. Merci Eric, bonne journée. Et une fois encore, nous nous inclinons devant la dépouille du jeune Louis Anoumou. Très bien, bonne journée à vous également. Bonne journée, oui. Taxi FM 93.1. Aussi dans les kiosques ce matin, le billet hebdomadaire l'Union pour la patrie, conformément à la vision du gouvernement et aux ambitions d'ici 2020. La CET opte définitivement pour les compteurs électroniques intelligents à prépaiement. Vous lirez l'article dans le journal d'ailleurs à la une, la photo du directeur général de la CET, Paul Maussi Kakachi. Nouveau code foncier et domanial, quatrième partie, nul ne peut acquérir plus de 1000 hectares 1000 yards, c'est ça, oui, de terres rurales, sous condition. Vous lirez l'article dans le journal L'Union pour la patrie ce matin. Dans son programme de lutte contre la pauvreté, la Fondation Assal offre 1169 actes de naissance, un forage et des kits médicaux aux populations de Bassar. L'article est à découvrir dans le journal. Et puis, Libre Opinion, l'Université de Lomé, entre revendications et changements, c'est à découvrir dans l'Union pour la patrie de ce jour. L'autre billet hebdomadaire dans les kiosques, c'est l'Alternative. Et nous avons au téléphone avec nous le patron Ferdinand Haïté. Ferdinand, bonjour. Bonjour, grand historien d'État, Eric. Merci de nous avoir rejoint, Ferdinand. Et ce matin, vous revenez sur la crise politique au Togo. Paris lâche fort. C'est ce que vous écrivez. Oui, c'est ceux qui savent lire entre les lignes ont compris après la sortie du président Emmanuel Macron à Montréal. En réalité, c'est pas un fait nouveau. Je crois que nous avons à plusieurs fois dit dans l'alternative ou analysé sur votre plateau la position de la France vis-à-vis de la crise togolaise. Elle est restée constante et cohérente, comme l'a rappelé Emmanuel Macron depuis le début de la crise, quasi depuis le 19 août. La France a pris cette distance depuis, et puis la France avait discrètement consulté plusieurs chefs d'État de la CEDEAO pour avoir une idée de qui soutient, qui ne soutient pas le régime de fort. Et elle s'est fait une idée, elle s'est fait sa propre idée, parce que l'ensemble des chefs d'État, en dehors d'un seul, qui semblait être un peu dans le doute, disaient il fallait que ce régime parte. Et je pense que nous l'avons dit à plusieurs reprises dans les débats avec vous. Maintenant que les Togolais ont décidé, à chaque fois qu'il y a un sommet quelque part, d'aller à la poursuite du président français, parce que les gens pensent que c'est la France qui continue de soutenir le régime. Il y a eu le coup de Washington de ce jeune homme, il y a eu l'approche d'Allemagne par la diaspora, et depuis vendredi dernier, ou jeudi dernier plutôt, c'est ce qui s'est passé à Montréal, qui fait le tour de la toile, qui devient une vidéo un peu virale. Et on entend bien le président français prendre ses distances avec le régime, et il dit clairement qu'il soutient qu'il y ait une alternance au Togo, mais il a dit des choses qui
qui ont toute leur portée et leur sens. Lorsque un président français vous dit que il faut aller vers une transition démocratique, les termes sont clairs. Ça veut dire que en réalité, le régime qui est là n'est pas démocratique. Parce que le régime était démocratique, il ne dirait pas d'aller vers une transition démocratique. Et lorsque le comble du mépris, il n'y a pas de chef d'État français qui parle comme ça des chefs d'État africains, et lorsque son interlocuteur le pousse dans ses derniers retranchements, il lâche enfin, est-ce que je l'ai reçu en voyage bilatéral ou est-ce que je m'y suis rendu? C'est quand même assez méprisant pour un chef d'État africain ou un chef d'État togolais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le président Macron dit, mais je reçois tout le monde, je reçois tous les chefs d'État africains, mais le vôtre, est-ce que je ne l'ai jamais reçu? Ou est-ce que je ne me suis jamais rendu chez lui? Ça veut dire que ce n'est pas un homme fréquentable. Et donc, tout le monde sait que la position de la France, même si les incrédules ou certains continuent de douter, est claire dans la crise togolaise. Eux-mêmes, ils savent ce qu'ils ont créé ici et ils ont envie de s'en débarrasser. Mais ils ne veulent plus faire les choses comme ils le faisaient avant, en disant, bon, c'est nous qui allons venir enlever le bonhomme de sa chaise et mettre celui que vous voulez. Et donc, il revient aux Togolais de comprendre le sens du message qui a été donné à Montréal et qui est donné depuis. Parce qu'au fond, je l'ai toujours dit, si Faure est toujours président, il n'est pas défaut ou il est président de fait, parce qu'au fond, quand vous faites bien les analyses, quand vous avez les bonnes informations, en dehors de quelques prises de position sur les médias, personne ne soutient le régime. Tout le monde a pris cette distance avec le régime. Maintenant, si la situation est telle, tant que ceux qui sont en face, qui veulent conquérir le pouvoir, qui veulent prendre un pouvoir qui est là depuis 50 ans, avec tous les risques d'instabilité que l'après-régime peut créer. Ces gens ne s'organisent pas en réalité pour proposer une alternative crédible qui convainc les partenaires, les puissances. Mais si on lâche véritablement fort, si quitte le pouvoir, si nous prenons le pouvoir, le pays ne va pas tomber dans l'instabilité. Nous sommes capables de maintenir l'union du pays. Nous allons rassurer les gens, nous allons rassurer les puissances. Et il y a la question de l'armée. Si on ne propose pas une alternative crédible, un projet de transition porté par un groupe d'hommes crédibles ou un homme crédible qui puisse maîtriser le pays, sachez que les gens ont beau lâcher fort restera président parce que nous-mêmes nous n'avons pas une lecture réaliste des événements. Et c'est ce qui se passe depuis. Et c'est de ça que et c'est ce qu'on attend des acteurs politiques de l'opposition. Il faut aller au-delà des communiqués, au-delà des conférences de presse, au-delà des positions pour proposer un véritable projet alternatif au système en place. Et ce projet doit être un projet réaliste qui a pour objectif de maintenir la stabilité du pays, de rassurer les gens. On ne peut pas régler tous les problèmes au lendemain du changement. Il faudra comprendre que certains problèmes se régleront plus tard. Il faut chercher les hommes qu'il faut pour acter le départ de ce régime. Tant qu'on ne va pas présenter une pièce de rechange crédible, puisque c'est de ça qu'il s'agit, les gens auront beau lâcher fort, mais il restera président, il régnera par défaut parce que nous-mêmes, on n'est pas suffisamment intelligents pour comprendre que tout le monde ne peut pas être président. Il faut trouver la personne idéale qui peut faire l'affaire pendant la période de transition et conduire le pays vers des élections. Et chaque acteur politique pourra présenter son projet au peuple togolais, il pourra décider qui va être président et qui ne va pas l'être. Donc, la question du soutien de ce régime, en réalité, sur le plan international, ne se pose pas. Et vous avez vu les termes que le président français a utilisés. Vous savez très bien que la France est le référent de l'Afrique francophone. Qu'on le veut pas, ça se décide généralement à Paris. Et quand Paris dit, bon, ça, je n'en veux plus, c'est qu'il n'en veut plus. Mais celui sur qui le choix d'être porté doit être quelqu'un aussi qui est suffisamment crédible, parce qu'on ne peut pas remplacer une pièce de ce genre par une autre pièce qui n'est pas vraiment crédible. Donc, le débat se trouve là, et moi, je pense, nous pensons à l'alternative, au regard des informations, parce qu'il y a des choses qui bougent. Que les gens ne voient pas, qui bougent dans les cercles de décision, qui bougent qui bougent à l'Élysée un peu partout, il y a des messages qui passent, mais tant que les gens ne vont pas comprendre le sens des signaux qu'on leur envoie, le régime va continuer par rester là, à gouverner par
Parfait. Très bien. Écoutez, Ferdinand, on a compris votre analyse. On la lira à la page 3. Paris lâche fort. Et puis, vous précisez également que la C14 dénonce une attitude perverse du régime. Togo Debout mobilise contre la répression policière. On va laisser le soin aux auditeurs et à vos lecteurs de découvrir l'article à la page 4. Et nous, on va s'intéresser donc à l'opération Entonnoir et mort d'homme. Et si le Togo s'inspirait du Bénin? C'est votre interrogatoire ce matin, Ferdinand. Tout à fait, c'est pas la première fois. Au Togo, on tire surtout et rien du tout. Au moindre geste, on tire à balles réelles. Et vous avez vu le drame qui s'est passé récemment à Tokyo et qui suscite la colère des populations de cette localité. Un de leurs jeunes hommes qui n'était même pas trafiquant de carburant parce que la version des ressortissants de cette zone diffère de la version du ministère, c'est toujours comme ça. Et on voit bien que ce jeune homme a perdu la vie, à cause de la méchanceté des forces de l'ordre. Et c'est pas la première fois. Depuis cette histoire de ce début de l'opération Entonnoir, on a fait que tuer des gens. Même les trafiquants de drogue, lorsqu'ils ne portent pas des armes, on ne tire pas sur eux à balles réelles. Au Togo, la vie ne signifie rien devant les forces de l'ordre. On tire sans sommation, on tire sur ce qui bouge. Et lorsque vous lisez le récit des populations sur ce qui s'est passé, c'est extrêmement grave. Ce bonhomme a pris une balle. On a empêché même les gens qui voulaient aller à son secours d'aller le sauver. On a continué par tirer sur des gens. Son papa voulait réagir pour aller le sauver. On a continué par tirer. Et, on l'a tenu en joue avec des armes jusqu'à ce que le jeune homme ne soit vidé de son sang. Ça, c'est vraiment criminel. Et puis après, on nous dit, oui, des gens sont mis aux arrêts et on n'a jamais vu de sanctions. On n'a jamais vu ceux qui ont été mis aux arrêts. Comme si les soldats qui font des bavures, on ne doit pas au moins avoir leur nom ou les exposer. Vous vous rappelez de cette affaire des jeunes de Dapon qui ont été tués, les élèves, jusqu'à ce jour. Oui, on ne sait pas véritablement à ce jour si des gens ont été réellement sanctionnés, s'ils ont été mis hors de l'armée, s'ils sont en prison. Personne ne sait ce qui s'est passé jusqu'à ce jour. Mais vous avez toujours les autorités qui vous disent oui, on a mis des gens aux arrêts, ils passeront devant les tribunaux. On ne sait jamais de quels tribunaux il s'agit. Et donc, au Bénin, qu'est-ce qui se passe? Au Bénin, vous savez, c'est ce qu'on appelle là-bas le paillot, c'est-à-dire le carburant de contrebande. Et c'est la zone. Mais au Bénin, avec de talons, qu'est-ce qu'on essaie de faire? On a voté d'abord une loi qui sanctionne le commerce illicite du carburant, mais on travaille à reconvertir tous ces jeunes-là, tous ces gens-là vers d'autres activités, parce qu'on sait que c'est des gens qui sont au chômage, ils ont besoin de vivre, il n'y a pas de boulot, c'est avec ça qu'ils arrivent à tenir leur maison, et ils paient aussi quand même des impôts, et ils contribuent à faire tourner l'économie du pays, au lieu de les chasser comme des malpropres et de les tuer comme des lapins. On peut copier ce qui se passe à côté, qui est quelque chose qui est fait et qui est quelque chose d'intelligent. Donc, ces gens quand même contribuent à faire tourner l'économie du pays et de leur pays. Donc, nous pensons que le Togo peut s'inspirer de ce qui se passe au Bénin en proposant des solutions alternatives à tous ceux qui se mettent à importer le carburant ou à civiliser un peu ou à moderniser cette activité-là pour éviter qu'à chaque fois qu'on essaie d'y mettre fin, ça aboutit à des morts, des tirs à balles réelles et puis on essaie de se D'accord, très bien. Écoutez, on lira l'article dans votre journal. D'ailleurs, tout à l'heure, nous lancerons le débat justement sur ce sujet. Comment lutter efficacement contre le trafic de carburant illicite tout en évitant, bien sûr, des drames comme ce qu'on a vécu vendredi dernier à Tokli. Nous poserons la question à nos auditeurs tout à l'heure et ils répondront sur le 93 96 99 99 ou le 99 20 09 59. Merci beaucoup, Ferdinand Haïté. Merci pour un détail. Et bonne journée. À plus tard. Taxi FM, la seule radio d'information continue. Dans les kiosques aussi ce matin, l'autre billet hebdomadaire, c'est l'éveil de la nation. Le confrère revient sur la proposition de crise, de sortie de crise, pour ou contre une éventuelle nomination d'un nouveau Premier ministre. L'interrogation sur laquelle donc revient ce matin l'éveil de la nation, vous lirez l'article à la page 3. Appel de la diaspora pour une intervention au Togo. Macron, formel, je respecte la souveraineté des États. Le confrère souligne cela.
Ce matin, vous lirez l'article à la page 4. Et puis, beaucoup d'autres sujets également. Projet de journée Togo mort de la coalition des 14. Les raisons pour lesquelles le Togo ne mourra pas lundi prochain. Le confrère revient sur le sujet. Et puis sur l'amélioration de la santé maternelle et néonatale à un an de son échéance. Le projet SMN Muskoka rassure. L'article de Covid dans le journal. Et puis, infrastructure et travaux d'aménagement en Afrique de l'Ouest. Et Bomaf rafle un marché de près de 235 millions au Libéria et 125 km de bitumage au Burkina Faso. Vous lirez l'article dans le journal L'éveil de la Nation. Dans les kiosques ce matin, il y a le quotidien Forum de la semaine. Forum de la semaine qui parle de la gouvernance économique. Sumping, vice-président d'Exim Bank, qui dit, je cite, « L'amitié sino-togolaise peut être approfondie par le soutien de notre banque. » Il a rencontré le chef de l'État ces derniers jours. Le confrère revient encore sur le sujet. C'est à lire donc à la page 3. Diplomatie encore. Doucet parle politique, économie et formation avec Netanyahou. Le chef de la diplomatie togolaise est donc en Israël. 5 ans d'exécution du projet Agir PF. Un bilan remarquable de succès se réjouit David Gilmour, l'ambassadeur des États-Unis au Togo dans le yacht bavure de la gendarmerie. Tout Tokli réclame justice pour le jeune Louis Anoumou assassiné. Écrit ce matin, forum de la semaine, le confrère qui publie également un dossier sur la plaine de Meaux, ce 6e continent du Togo qui se métamorphose au rythme de PDRI Meaux. Vous lirez l'article dans le quotidien forum de la semaine. 93.1 Taxi FM. Il est 7h presque 36 minutes à Kodjovi-Akopé. C'est la même heure à Didogomé. Merci de nous écouter sur la 93.1 FM Lomé. Et notre troisième rédaction, c'est bien ça, c'est le journal Courrier de la République. Et nous avons au téléphone, nous signale-t-on, le grand citoyen d'État Tchakala Alirou. GCE, bonjour. Bonjour Saint-Éric, bonjour à toutes les grandes citoyennes et à tous les grands citoyens d'État. Merci de nous avoir rejoints ce matin. L'édition 501 de votre journal dans les kiosques. Entre sauver la face et finir dans l'humiliation, Fort Gnassingbé est dans le dilemme aujourd'hui. Oui, le dilemme est tout entier. D'accord. Et vous savez, depuis que le président de la République a accédé aux charges suprêmes, les Togolais lui ont accordé quand même un moratoire conséquent pour qu'il fasse ses preuves. Et il était adulé. Mais depuis quelque temps, c'est le ras-le-bol au sein de la population. Il y a une situation de ras-le-bol qui s'est emparée de tout le territoire national. Partout, c'est les mouvements, et les Togolais crient et à une certaine confiscation du pouvoir et souhaiteraient que l'alternance se fasse dans le pays. Et les grands hommes, c'est ceux-là qui se disent que le déluge, ça ne serait pas avec moi ou après moi. Et les justes décisions sont souvent prises. Mais malheureusement, on ne sent pas auprès du chef de l'État cette envie de pouvoir sortir par la grande porte. Et vous voyez un peu ce qui se passe quand le chef de l'État sort. C'est des interpellations toutes azimuts. La dernière fois au Gabon, il y a des compatriotes qui ont été arrêtés parce qu'ils ont hué, ils ont crié, ils ont conspié le président de la République. En interne aussi, ça ne faiblit pas, même si la sécurité arrive à circonscrire un peu les marches qui sont organisées. Mais il y a ce sentiment d'exaspération. Donc aujourd'hui, les acteurs politiques n'étant pas capables quand même de résoudre cette crise, c'est la CEDEAO qui doit venir au chevet pour nous imposer des trucs. Ça, c'est un revers. Un pays qui a joué le premier rôle pour la création de cette institution sous-régionale. Et le Togo, qui aujourd'hui est aux commandes de cette instance sous-régionale, va se voir dicter des choses. Donc ça, c'est un patent échec. Il faut aujourd'hui que les gens se ensemble. Les gens essaient de dire que non, mais le Togo va exister avec nous ou sans nous. Donc, et prendre les justes décisions. Il faut aujourd'hui. Le dilemme, il est grand.
lâcher prise ou continuer par maintenir les câbles avec tout ce que cela peut engendrer comme conséquence. Mais malheureusement, on sent que c'est le jusqu'au-boutisme qui est en train de prévaloir. On sent qu'on ne se lève pas un peu plus pour faire valoir la raison sur certaines petites passions. Et il faut aujourd'hui quand même que les Togolais comprennent que le salut ne viendrait pas de X ou Y, mais de la décision que la CEDEAO prendra. Et le Togo ne sera point cette tache noire-là qui va essayer d'assombrir la dynamique de démocratie qui prévaut dans l'espace CEDEAO. Donc, on attend, on croise les bras, et on attend quand même la décision de la CEDEAO. Mais pendant ce temps, certains se disent que c'est les supputations, c'est les spéculations qui vont bon train. Oui, ça serait en notre faveur, on va faire ci, on va faire ça, et le président de la République va rempiler, et on a tel soutien, on a tel autre. Mais en fait, qu'on ait tel ou tel autre soutien, ce qui est essentiel, c'est que cela ne résout pas la crise. Ce que les Togolais attendent aujourd'hui, c'est la résolution définitive de la crise pour que le Togo ressemble aux autres pays. Donc c'est ça. Donc les autres spéculations, c'est des trucs pour se donner bonne conscience, pour dire que oui, bon, nous tenons les câbles et que nous bénéficions. Le jeu se joue au Togo, c'est entre Togolais, mais quand on faillit en interne, je crois qu'on doit s'attendre à un diktat. Donc, malheureusement, le Togo sera mis sous tutelle de la CEDEAO et on est obligé de boire le calice de la honte jusqu'à la lie, malheureusement. D'accord, c'est pour cela que vous parlez ce matin de l'incapacité fourberie, inconstance face à l'essentiel, la CEDEAO pour la thérapie de choc. Un autre sujet à lire dans votre journal ce matin, toujours par rapport à l'actualité politique au Togo. Silence, on flirte avec l'illusion. Oui, on flirte évidemment avec l'illusion. On est en train de rêver les yeux ouverts, tout éveillé. Et vous savez, il faudrait que les acteurs togolais apprennent à se faire un peu confiance. Mais si même les fondements de cette confiance qui devrait se faire entre les acteurs a été des choses sautées, il faut quand même essayer. Mais aujourd'hui, vous voyez un peu ce qui prévaut dans les rangs de tous les partis. Et quand on est de tel bord ou de tel autre, on essaie quand même de tirer le drap vers soi. Et cela ne s'arrête pas aux acteurs politiques. Ce qui est aussi dramatique, c'est que la population aussi est entraînée dans ce piège sans fin là, où quand vous voyez sur les réseaux sociaux, on tient certains arguments suivant qu'on soit du bord du pouvoir ou suivant qu'on soit de celui de l'opposition. Donc, ça veut dire que la déchirure, elle est profonde. La déchirure ne s'est pas seulement faite dans les rangs des acteurs politiques, mais au niveau même de la masse. Allez-y un peu à l'intérieur voir ce qui est en train de se faire. Et la dernière fois, moi je trouve quand même choquant et triste que ce soit le Togo qui revienne au devant. Quand vous voyez le président Macron sortir pour des questions liées à la politique internationale, on voit toujours une question du Togo se pointer quelque part. On voit les interprétations. Toujours le Togo. À un moment, on va se dire, mais si c'est nous qui sommes en train de vendre à si vil prix le Togo, autant quand même lâcher prise, mais on ne sent pas cela. On tient solidement les câbles comme si sa vie ne tenait qu'à ça. Mais il faut aujourd'hui que cette illusion-là fasse place au bon sens et à la raison. Mais on est au Togo et l'impossible, c'est toujours togolais. Certaines fois, quand certains estiment que non, il faut essayer de mettre le sens patriotique, de mettre l'intérêt national au devant. Au Togo, on préfère mettre les égos au devant de toutes les autres considérations et c'est l'image du Togo qui est cornée. À quoi sert d'être au sommet quand son pays ne vaut pas un centime aux yeux des autres parce que par la turpitude des acteurs politiques, on n'a pas su donner le vrai prix, la vraie valeur de notre petit territoire. Un petit territoire qu'on est censé quand même aduler, qu'on est censé tout faire pour qu'il s'impose dans la scène nationale et internationale. On est en train de vendanger tous les acquis au nom des délices que le pouvoir procure. Donc c'est tout triste, mais pendant ce temps, c'est la CEDEAO va prendre la décision et les acteurs vont aller aux élections. Je crois qu'aujourd'hui, parler des élections, c'est tout faux. Il faut aujourd'hui que les réformes se fassent, que tous les paramètres qui peuvent permettre une transparence dans les élections puissent avoir lieu avant qu'on ne puisse faire le pas.
C'est pas aujourd'hui qu'on est en train de nous rebattre les oreilles avec les élections. Si tant est vrai qu'on pouvait quand même sauter les verrous pour y aller, on l'aurait fait depuis. Parce que les gens ne jurent que par ça. Ça veut dire que il y a quelque chose qui freine cette dynamique-là qu'on voudrait pour aller à ces élections. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas, au mépris de certaines dispositions, prendre seules des décisions qui vont s'imposer à tout un peuple. Donc, que les gens cessent de se nourrir d'illusions. Les réalités sont là. Voyons-les avec plus de responsabilité et de hauteur. D'accord, très bien. Écoutez, on lira l'article à la page 4 de votre journal. Et puis, un mot sur ce que vous appelez la bonne moisson, et c'est d'ailleurs le cas, la bonne moisson d'Ebomaf au Burkina Faso et au Libéria, partenariat public-privé, plus de 415 milliards de francs CFA pour 385 km de route. Hein. Oui, la moisson a été très bonne pour ce géant des BTP. Ebomaf est en train de devenir ce incontournable partenaire des différents pays pour la construction des infrastructures routières. Au niveau du Burkina, où certains suggéraient que non, Ebomaf n'a rien. Non, Ebomaf a réalisé beaucoup de choses au niveau du Burkina. Et la dernière fois, c'est une route de plus de 125 km qui a été accordée à ce grand groupe-là pour la réalisation. Et le coût, ça donne le tournis. Et c'est le partenariat public-privé qui est en train de prendre ce élan. Donc, le PDG du Congo s'érige comme quelqu'un qui est en train de faire marcher ce partenariat public-privé qui a déjà fait ses preuves en Occident. Et pas très loin du Burkina, c'est au Libéria. Vous savez, c'est un pays qui est sorti de plusieurs années de guerre. Après la guerre, il y a eu Ebola. Donc, c'est comme la présidente Sirleaf est venue gérer une phase transitoire. Maintenant que le président George Weah est là, il faut quand même reconstruire le pays. Ça passe par les infrastructures routières. Et là encore, Ebomaf a encore frappé un grand coup et avec un grand marché, un méga marché de plus de 250 km de route à construire dans tout le pays. Et quand on connaît l'expertise de ce groupe-là, il ne fait pas l'ombre du doute que les délais seront respectés, le matériel sera déployé sur tous les chantiers afin que les ouvrages soient livrés à temps. Donc je crois que Ebomaf est en train de devenir l'incontournable partenaire des pays qui aspirent à développer leurs infrastructures. Donc, on ne peut que dire félicitations à Ebomaf, mais on ne doute pas que le chantier sera maîtrisé comme il sait si bien le faire et comme il a d'ailleurs si bien fait dans certains pays. Et il faut aussi souligner que Ebomaf est la première entreprise africaine à construire une piste d'atterrissage. Donc, souvent, pour le faire, on recourt à l'expertise européenne ou d'ailleurs, mais si Ebomaf veut arriver à le faire, ça veut dire que cette entreprise est en train de grandir aux yeux de beaucoup de dirigeants africains. Donc, il faut compter aujourd'hui avec Ebomaf, surtout que cette entreprise est en train de souffler les 30 bougies. C'est en fanfare qu'elle veut rentrer dans l'histoire. D'accord, très bien. Bah, c'est vrai qu'on ne l'a pas prévu, hein, Jacques, excusez-moi, mais je voulais qu'on évoque légèrement le scandale que vous présentez comme XXL à la FTF. Le président Guy Akpovi, un mot d'échec avant terme, c'est ça? Oui, il faut reconnaître que le bureau actuel de la Fédération de football a failli. C'est la Bérésina. Tous ceux-là qui pensaient que ce bureau était porteur d'espoir ont vite fait de chanter. On dit souvent que le poisson pourrit par la tête. Aujourd'hui, on est en train de faire cas des alevins parce que quelqu'un, un officiel aurait pris $2000 ici. Mais il faut se dire au niveau du bureau, qu'est-ce qui est en train de se faire là-bas? C'est l'opacité absolue. La gestion des fonds est tellement scabreuse et le Akpovi s'est érigé en gourou avec son compère Lamadokou. Tout se fait comme si la FTF était un champ d'arachide, une propriété des deux premiers responsables de l'institution. Donc je crois que avant terme, Akpovi a échoué. Le malaise est profond et certains sont en train de murmurer dans le silence, mais s'il faut aller au fond,
c'est que les gens n'en peuvent plus. Est-ce qu'il faut tenir encore le coup jusqu'à ce que le mandat ne finisse? Il faut vite chercher les antidotes pour que le cancer ne s'en prenne à tout le corps. Donc, Akpovi a mis mandat à la tête de la Fédération togolaise de football, a échoué sur toute la ligne. Quand on prend, on dit le ballon roule sur le gazon, mais à quel prix? À quel prix? Quand on voit un peu les éperviers, ce n'est même pas ça. Il n'est même pas arrivé à donner ce mordant-là aux éperviers. Quand on parle de la gestion, combien tombe dans les escarcelles, combien la FIFA met dans les caisses de la FIFA pour qu'on puisse gérer. Donc c'est les voyages tous azimuts, on voyage parce que la caisse est pleine, il faut en faire usage. Donc je crois que il y a trop de dossiers noirs qu'il faudrait que nous mettions au goût du jour tous les jours. Donc la STF avec Akpovi et son compère Lamadoukou, c'est l'échec qui est en train de s'amorcer. Et il faut arrêter vite les dégâts avant que tous les comportements ne soient atteints. D'accord, très bien. Écoutez, on a compris, on lira l'article à la page ici de votre journal Courrier de la République. On va évoquer le sujet tout à l'heure avec Aimé Lebon, le patron de l'équipe sportive. Merci beaucoup, grand citoyen de Tachakala Alérou. Merci, Saint-Rick, et bonne émission de 11h à tous. Merci, bonne journée, à bientôt. À bientôt, mon cher frère. Car de tout cœur, nous tenons à vous informer. Taxi FM. Il est 7h presque 52 minutes dans tous nos studios. Notre dernière rédaction ce matin, c'est l'équipe sportive, le bimensuel, avec le patron Aimé Lebon qui est au téléphone avec nous. Aimé, bonjour. Bonjour Eric. Merci de nous avoir rejoints ce matin sur la radio. Vous publiez un dossier sur la Coupe du Monde Russie 2018. Jeu ouvert, hein, c'est ce que vous écrivez notamment. Effectivement, donc écoutez, en essayant donc de jeter un regard sur ce qui va se passer en Russie à partir de jeudi, eh bien nous avons fait un grand dossier donc sur disons cette compétition, la Coupe du Monde, la 21e édition donc, et nous constatons que c'est un jeu ouvert. En tout cas, on a essayé donc de passer au crible les favoris de ce tournoi, disons les stars attendues donc au cours de cette compétition, et naturellement un focus sur les sélections africaines qui sont présentes en Russie. Donc pour cette compétition-là, on a essayé d'évaluer, si vous voulez, les chances de ces sélections africaines. Alors donc en gros, nous sommes allés en profondeur sur toutes les analyses possibles, donc à vivre sur cet événement, donc qui est planétaire naturellement, qui va se dérouler en Russie à partir de jeudi. Et donc tout sur disons la Coupe du Monde. Avec en tout cas les déceptions qui étaient également remarquées depuis les qualifications, les stars qui n'ont pas pu donc se rendre donc en Russie, et pourquoi cela et tout cela, bon voilà donc tout un dossier que les gens peuvent retrouver, les lecteurs peuvent retrouver dans cette parution du jour. On lira donc ce dossier sur 2 pages, page 4 et page 6, et puis vous parlez également des éperviers, préparation du Togo au tournoi, ou participation, excusez-moi, du Togo au tournoi de Toulon. Y a-t-il, Aimé, des raisons d'espérer aujourd'hui? Le moins qu'on puisse dire, c'est que dans tous les cas, le Togo a participé à ce tournoi, et même si il est éliminé, donc vous savez, on a joué contre l'Écosse, contre la Corée du Sud, contre la France et finalement contre le Japon. Alors on se dit après analyse que même si on n'est pas qualifié pour aller loin, en tout cas les résultats sont un peu mitigés. Donc on pourrait dire simplement que au regard de ce que nous avons en concernant, disons, les éperviers A, la sélection A, donc on se dit oui, est-ce qu'il n'y a pas raison d'espérer un tout petit peu par rapport à ce groupe des espoirs? Est-ce qu'il n'y a pas, disons, des points positifs par rapport à ce tournoi? Est-ce qu'il n'y a pas des joueurs qui ont émergé et qu'on peut naturellement intégrer dans la sélection A? Donc voilà une analyse que nous avons faite concernant la participation du Togo à ce tournoi, et
disons qu'il y a possibilité donc qu'on se retrouve, disons quelques-uns de ces joueurs en sélection A. Maintenant, il faut mieux s'organiser. Je crois que le problème c'est là. Comment faire en sorte que le Togo puisse mieux s'organiser pour avoir une équipe compétitive. On sait que en équipe A aujourd'hui, il y a certains qui sont en partance et qui sont vieillissants. Et il faudra donc renouveler l'effectif. Et lorsqu'on sait que depuis 2 ans, on a toujours des problèmes justement à colmater les brèches et à avoir une sélection compétitive, on se dit bon, écoutez, il y a possibilité peut-être qu'on rêve un petit peu et qu'on essaye donc de faire une osmose qui puisse réussir à l'équipe togolaise. Parfait, très bien. Écoutez, on lira l'article dans votre journal et puis on en vient maintenant à cette affaire de soupçon de corruption des arbitres africains. Bébou, la partie visible de l'iceberg, Aimé? Oui, nous savons depuis quelques jours que, depuis la publication de ce documentaire de notre confrère ghanéen Anas sur la corruption en milieu sportif et surtout en football au Ghana, et une grande partie de ce documentaire qui s'intéresse à l'international. On a remarqué, on a constaté donc qu'il y a un Togolais également, Yanissou Bébou, donc qui fait partie justement de ces arbitres, corrompus, soupçonnés d'être corrompus. Bon voilà, et on a vu donc dans le documentaire qu'il a pris donc de l'argent en espèces, et nous avons fait donc une analyse en partant donc du fait que depuis longtemps nous avons toujours indexé les commissions d'arbitrage, les commissaires de match, la Fédération togolaise de football par rapport à l'organisation des compétitions nationales, et en disant donc qu'il y a une corruption qui ne dit pas son nom. Eh bien, on ne nous croyait pas. Bon voilà, donc après bien sûr le membre du comité exécutif Maoulé Lawson qui a été écarté entre-temps à la suite donc d'une corruption. Voilà donc un arbitre togolais qui est également versé dans cette situation de corruption, et donc nous disons oui, c'est lui qui a été vu aujourd'hui, mais derrière lui tout le corps arbitral est pratiquement impétré dans cette situation. À toutes les étapes, bien sûr, de l'organisation des compétitions nationales, eh bien, on remarque simplement qu'il y a des indices de corruption, et donc Bébou n'est que la partie visible de l'iceberg. Il faudra aller beaucoup plus en profondeur. Très bien. Un dernier élément évoqué avec vous, c'est par rapport au football togolais toujours et la Coupe du Togo. Gomido qui sauve sa saison 1. Oui, Gomido a réussi à sauver sa saison pour le simple fait que il a réussi, si vous voulez, donc à gagner la Coupe du Togo, qui lui donne la possibilité de se présenter en compétition continentale, notamment la Coupe de la CAF. Et là, je crois que c'est vrai qu'il est encore candidat pour être champion du Togo, mais déjà avec ça, je crois que Gomido, on peut dire, avec la manière, panache, justement, a réussi à s'imposer en finale face à Dito Delomé, 3-0, il faut le faire. Et donc, voilà, il a réussi à sauver sa saison comme cela. Donc on sait que la saison prochaine, Gomido est continental, il va jouer la Coupe de la CAF, et on est rentré un petit peu dans ce dossier pour rappeler le parcours de cette équipe qui, cette saison, en principe, devrait jouer en seconde division s'il n'y avait pas donc ce championnat d'apaisement. Très bien, écoutez, on lira tous ces sujets dans votre journal. L'équipe sportive dans les kiosques ce matin, vous évoquez également un dessin, nécrologie, basketball, de Bruce parti à jamais, de Bruce Thomas, bien sûr. Merci beaucoup, Aimé Lebon. Eric, c'est moi qui vous remercie. Bonne journée. Excellente journée à bord du taxi. Parfait. Toujours une longueur d'avance, Taxi FM. Et voilà les journaux là qui sont dans les kiosques ce matin. Vous avez l'équipe sportive, Courrier de la République. Vous avez le billet hebdomadaire L'Union pour la Patrie, l'autre billet hebdomadaire L'Alternative, le billet hebdomadaire L'éveil de la Nation, le quotidien Forum de la semaine, le quotidien Togo matin. Vous avez l'hebdomadaire Le Médium également qui est dans les kiosques ce matin.
Et voilà donc ces journaux-là qui sont dans les kiosques. On parlait aussi du Courrier de la République, bien sûr, l'Alternative, l'équipe sportive, le Médium, en plus des autres que nous avons donc passé à l'antenne. Merci à vous de nous suivre. Tout à l'heure, nous vous donnerons la parole et vous allez réagir par rapport donc à la lutte contre le trafic du carburant illicite au Togo. Comment est-ce qu'il faudra mener cette lutte efficacement tout en préservant des vies humaines, en évitant des drames comme ce qu'on a vécu vendredi dernier à Tokli? Vous nous appellerez après la pause sur le 93 96 99 99 ou le 99 20 09 59. Taxi FM, priorité au direct. Merci de nous écouter sur la 93.1 FM Radio Taxi FM à l'heure de Taxi Media Show. L'antenne est à vous maintenant et nous vous demandons de réagir sur les derniers événements liés donc à la lutte contre le trafic du carburant illicite dans notre pays. Comment est-ce que vous pensez qu'on pourra lutter efficacement contre le trafic de carburant illicite tout en évitant des drames comme ce qu'on a connu vendredi dernier à Tokli? Vous nous appelez sur le 93 96 99 99 ou le 99 20 09 59 et nous avons notre premier auditeur au bout du fil. Allô? Bonjour. Bonjour, comment allez-vous, mon grand citoyen d'État? Ça va bien. Très bien. Que la paix de Dieu soit avec vous. Qu'elle soit avec vous également. Aujourd'hui, c'est le 27e jour de notre jeûne de carême. D'accord. Aujourd'hui, quand l'année Gabriel est venu nous rendre visite. D'accord, très bien. Et elle m'a demandé la paix dans le pays, que le chef de l'État puisse accomplir, le gouvernement puisse accomplir leur mission. Alors, M. Ali? Bon, Ali. Moi, je vois que... M. Ali? Allô? Oui, est-ce que vous pouvez diminuer le volume de votre poste récepteur, s'il vous plaît? C'est bon? Très bien, nous vous écoutons maintenant. Nous vous écoutons maintenant. C'est bon? Est-ce que vous nous écoutez? Vous devez nous écouter parfaitement dans le combiné. Je vous écoute. Allez-y maintenant. Bon, affaire de carburant, la vente, c'est une vente et ça ne date pas aujourd'hui. C'est pas le gouvernement qui vient d'interdire ça. Ça date dans les années 80. Nous, on a fait ce commerce au nord. D'accord. Et puis, quand la loi, ils ne s'intéressent pas aujourd'hui. Parce que les gens profitent de l'occasion de problèmes politiques et mélanger tout dans le pays. Le gouvernement, il y a le droit d'un citoyen et le devoir d'un citoyen. Bien sûr. De jour en jour, on accuse le gouvernement, les routes ne sont pas bonnes, ceci n'est pas bon, au niveau de Chiachi, Campi, Batassi, les enfants. L'État trouve l'argent où? Donc c'est des grandes sociétés qui vendent pour que tu payes des taxes, comme tu payes des gens. Alors, monsieur Ali, oui? Puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, on va aller très rapidement. La question, elle est simple. Comment est-ce que vous pensez qu'on peut lutter efficacement contre ce trafic et tout en évitant des drames comme ce qu'on vient de voir? Le drame qui s'est passé à Tokli. À Tokli, mais tout temps, quel que soit le président passé à la mort, on n'est pas bon. Mais je pense que quand tu vas demander les forces de l'ordre aussi, selon le communiqué de la force de l'ordre, parce que les éléments étaient aussi entourés par des jeunes de Gourdin et autres. Donc, pour que c'est un être humain, il va se défendre. D'accord, très bien. C'est pas que l'armée que va laisser qu'un citoyen civil va le tuer. Donc, je pense que la responsabilité doit être partagée. Hein. Parfait, très bien. Il ne faut pas que, monsieur le journaliste... Merci, on a compris. Moi, je suis dans le carême, c'est la vérité que moi je dis. D'accord, non, c'est votre avis et nous le respectons. Non, je dis, c'est mon avis, mais... Oui, bien sûr, on a compris. Je voudrais qu'on laisse la place aussi à d'autres auditeurs. Vous avez quand même eu 2 minutes 30. On va laisser la place à d'autres auditeurs pour réagir sur le sujet. Allô? Bonjour, grand citoyen d'État Rigator. Bonjour, mon grand citoyen d'État Kaïnda, comment allez-vous? Ça va bien. Nous vous écoutons. Bon, et moi je pense que l'État doit se poser une certaine question. Et pourquoi les gens bravent toujours l'interdiction de la vente de carburant? Oui. C'est la question qu'il faut se poser. Pourquoi? Parce que l'offre est très inférieure à la demande. Bon, pour y arriver, il faut que l'offre soit supérieure à la demande pour pouvoir desservir tous les coins du pays.
Sans ça, l'État même sait qu'en aucun cas, les gens doivent toujours braver cette interdiction-là. Quoi faire maintenant? Pour le moment, l'État est condamné à accompagner les gens. C'est ça. Sans quoi, ils vont... Bon, je ne sais pas, vous en tant que journaliste, hein, je ne sais pas si vous ont expliqué le mode opératoire de l'opération Entonnoir. Oui, non, ça avait été dit depuis que cette opération a été mise en place. D'abord l'opération Entonnoir 1, et puis on s'est rendu compte que cela a des limites. On a inventé l'opération Entonnoir 2, qui quand même fait son travail. Sauf qu'il y a des drames qui s'en suivent. Alors nous vous posons la question clairement ce matin. Comment est-ce que vous pensez qu'on pourra régler cette affaire-là pour qu'il n'y ait pas de ce drame? Ils n'ont qu'à revoir leur opération Entonnoir là. C'est parce que moi, je suis vraiment aviri que une force de sécurité qui est en face d'un véhicule qui porte de carburant va tirer des gaz lacrymogènes sur ce véhicule-là. D'accord. Qu'est-ce qu'il est en train de viser? C'est pour tuer après tout. C'est pas bon. D'accord. Kanidek? Merci. Bonjour, mais ne partez pas encore, Kanidek, puisque vous aimez la musique? Oui. Alors, il y a Olympique qui a un concert dimanche prochain. Nous vous offrons un ticket. Merci beaucoup. Restez en ligne, on va vous prendre de l'autre côté pour quelques formalités. Un autre auditeur, allô? Allô? Bonjour, monsieur. Bonjour, comment allez-vous? Ouais, je m'appelle Duty, j'appelle Dugalet. Vous appelez comment? Duty, monsieur Duty, c'est de Dugalet. Duty de Dugalet. Dupuis, hein? Duty, de Dugalet. D'accord, très bien. Nous vous écoutons. Oh, ouais. Ouais, la lutte de carburant, là, c'est dans les villes qu'on peut faire ça. Nous, dans nos villages, on peut rester de 100 à quelques kilomètres, on n'a même pas de station. Maintenant, on va lutter contre le trafic de carburant. Comment nous allons faire pour rouler en moto? On va aller voir, on peut rester de 100 à quelques kilomètres avant de vivre là-bas jusqu'à la mort, là, pour voir combien de stations on a sur la route. Hein? Le jeu de 80, 90 kilomètres. Aucune station, rien. Alors, on va lutter contre le carton. On peut lutter comme ça dans les villes, dans les capitales, mais dans nos cantons, là, si on lutte contre ça, c'est grave. Hein? Oui, c'est vrai que... Allô, monsieur Douty? Ouais. Alors, mais en même temps, vous savez que stocker, par exemple, de ces carburants chez soi à la maison, c'est très dangereux. Oui, c'est des formalités. Et ils sont dans la capitale, ne savent pas ce qui se passe dans leur canton. Ils n'ont qu'à venir voir. Ils veulent qu'on va mettre l'eau pour laver les motos. Hein? On nous donne des bombes, même de carburant, même là. Tu n'as même pas de station. Où tu vas les prendre? On est obligé de rentrer au Pékin pour payer du carburant. D'accord. Donc, nous, dans nos villages là, pourquoi on parle de la rue, pourquoi là? Et même dans nos villages, on voit combien de postes pour le carburant, combien de stations on a au nord là-bas. Et ils sont venus investir tout dans la capitale. On est venu qu'on va faire quoi? Très bien. Monsieur... Ah là, il est reparti plus tôt. J'allais lui offrir aussi un ticket pour le concert d'Olbig. Bon, c'est pas grave, on pourra y revenir prochainement. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour, mon grand citoyen. Comment allez-vous? Oh, pardon, c'est Wantoko depuis Adidogome. Monsieur? Adidogome, Wantoko. Wantoko, c'est ça votre prénom? Adidogome. Nous vous écoutons, monsieur. Monsieur le journaliste, je me demande, je pose une question. Où est-ce que ces carburants traversent pour rentrer dans le pays? C'est ça la question. Où est-ce que ça traverse? Et si on veut bien analyser ça, il faut qu'on fasse une vérification à ces frontières. Si on veut interdire les carburants chloratés que eux-mêmes ils disent là, il faut qu'on vérifie les frontières. Au lieu de poursuivre les citoyens, tirer à balles réelles. Ça ne peut pas passer. Et c'est pas bon. Il faut qu'on vérifie les frontières s'il veut vraiment interdire des carburants chloratés. Et je pose également une question. Où est-ce que ces carburants vont lorsqu'on saisit des carburants? On nous montre, quand on saisit les drogues et tout ça là, on nous montre, on brûle. Et les citoyens voient, et tout le monde voit qu'effectivement on a brûlé. Ces carburants, où est-ce que ça va? Ça, il faut qu'on nous éclaircisse les trucs là.
D'accord. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Monsieur Wantoko, vous restez avec nous, puisque vous aussi, vous gagnez un ticket pour le concert d'Olibig dimanche prochain. Vous restez avec nous pour quelques formalités. Un autre auditeur au bout du fil, allô? Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour. C'est Monsieur Sam. Monsieur Sam, comment allez-vous? Oh, ça va bien. Nous vous écoutons. Oh oui. Bon, moi, je vois que pour affaire de carburant, là, oui, il faut que nos gouvernements exigent un agrément pour les bandeaux du carburant pour la vous voulez qu'on formalise en réalité ce secteur? Oh oui, comme par exemple au Bénin, c'est la même façon que le gouvernement fait. Puisque les vendeurs ont une carte de dotation économique et quand la police vient, ils montrent les cartes et on les laisse. D'accord. Très bien. Ça pourra éviter des drames. Monsieur Sam, merci beaucoup. Merci de nous avoir appelés. Ne partez pas encore, puisque vous aussi, nous vous offrons un ticket pour le concert d'Olibig dimanche prochain au Palais des Congrès de Lomé. Vous restez en ligne avec nous pour quelques formalités. Merci et c'est la fin de Taxi Media Show de ce matin, malheureusement. Mais rassurez-vous, on pourra prolonger le débat demain. Dans la libre antenne, vous pouvez intervenir, relever ou revenir un petit peu sur ce sujet qui intéresse. Merci à Jack Prosper qui a assuré la coordination technique. Juste après, nous vous retrouverez Emmanuel Afanyagbe pour la suite et la fin de la matinale. À 9h, la salle de rédaction vous retrouvera pour le bulletin d'information. À 9h10, le journal Anévé avec Joël Roniglou. Moi, je vous retrouverai un peu plus tard à 11h avec mes confrères où nous décrypterons les grands sujets de l'actualité socio-politique de notre pays. Appelez-moi Saint-Éric Gator. À bientôt. 93.1 Taxi FM, premier sur l'actualité.